Mesdames et messieurs, bienvenue à En direct du bureau du maire. Les 30 prochaines minutes sont destinées à vous informer et à vous expliquer certaines grandes orientations de Ville de Laval. Monsieur le maire Demers, merci de nous recevoir encore chez vous. On a un menu très consistant pour les 30 prochaines minutes. On y va tout de suite. D'abord, vous avez, sans tambour ni trompette, fait une offensive. Vous avez envoyé quelques 200 mises en demeure à des gens à qui vous voulez réclamer de l'argent dans le cadre des fraudes de l'époque. C'est la loi 26, c'est bien ça? En fait, c'est un engagement électoral à dire que nous prendrons les mesures, si possible, pour récupérer les sommes d'argent. Alors, on l'avait annoncé. Nous avons fait faire différentes démarches, évaluations par des bureaux d'avocats, notre contentieux, et une firme d'experts comptables, de jury comptable. Et on a fait des analyses aussi au niveau des témoignages de la commission Charbonneau et des témoignages rendus à l'enquête préliminaire de différents accusés. Et à la lueur de tout ça, il a été recommandé d'envoyer des mises en demeure. Maintenant, ceci étant dit, mise en demeure, ça précède une poursuite. Une poursuite. C'est ça. Alors, ça annonce une poursuite éventuelle. Pour les poursuites, toutefois, il faut avoir l'autorisation de la ministre de la Justice. Oui, parce que tout le monde a été étonné que vous fassiez ça, ces mises en demeure. Bien, tout le monde, non. Certaines personnes ont été étonnées, mais nous, en commission parlementaire, on l'avait annoncé. Durant la campagne électorale, nous l'avions annoncé. C'était d'ailleurs dans vos recommandations. Effectivement. Oui. C'est une suite logique. Alors, c'est pas vrai qu'on va laisser de l'argent sur la table des citoyens de Laval s'il y a moyen de la récupérer. Bien sûr. Alors, c'est la suite logique. Maintenant, qui a été mis en demeure, les montants, tout ça, ça doit rester secret en vertu de la loi 26. Qui incite les compagnies à collaborer à un remboursement moyennant certaines discrétions, et c'est la volonté de la ministre et de la loi. Alors, nous respectons la loi de A à Z à ce chapitre-là, mais on indique aussi d'une façon très claire notre intention de récupérer les sommes d'argent. Votre niveau d'optimisme quant aux gens qui vont éventuellement être accusés? Mon niveau d'optimisme pour récupérer de l'argent? Oui, récupérer l'argent sur les 200 mises en demeure que vous avez envoyées déjà, là. Écoutez, je suis très optimiste et je suis convaincu qu'on va récupérer des sommes d'argent en termes de millions une fois les frais d'avocat payés. Oui. Oui, les citoyens de Laval, je suis optimiste qu'on va récupérer des sommes d'argent et que ça sera dans l'intérêt de l'ensemble de la population. La Ville de Laval a contribué pour une somme de 55 000 entre autres dans le recours intenté conjointement avec Montréal, Westmount, Longueuil contre Poste Canada. Pourquoi avez-vous, pris cet argent des citoyens pour cette poursuite? Premièrement, ça cause énormément d'inconfort au niveau des citoyens et de problèmes. Nous, en premier lieu, on a collaboré avec Poste Canada, je vous dirais, du mois d'octobre 2014 au mois de février 2015, environ. OK? Et on s'est rendu compte que, dans le fond, Poste Canada faisait fi de nos recommandations dans environ 70 des cas. Il y a 30 qui ça ne semblait pas les déranger. Alors, à ce chapitre-là, nous, on cautionnait la démarche. Et effectivement, il n'y avait pas de respect sur nos recommandations et plusieurs démarches qu'on a faites. Alors, nous sommes une des dernières municipalités à dire à Poste Canada, écoutez, là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, on a essayé votre recette, mais là, on vous demande un moratoire. Un moratoire, c'est simple, jusqu'à la prochaine élection. Parti NPD, Parti conservateur, le Bloc québécois demandent tous de ne pas installer ces boîtes postales-là dans les vieux quartiers. Alors, si un de ces partis-là devient au pouvoir, ils vont probablement demander à Poste Canada de défaire ce qu'ils ont fait. Alors, par souci de bonne gestion, par souci de respect de la volonté, le respect des institutions qui sont les municipalités, on dit à Poste Canada un moratoire jusqu'à l'élection. Et ils ne veulent pas réagir à nos demandes. Alors, Ville de Montréal et d'autres municipalités, ainsi que Laval, on a mandaté nos contentieux pour intervenir.
et un avocat spécialisé sera mis à partie et les frais seront partagés parmi les municipalités qui ont pris cet engagement-là, ce combat-là à cœur. Le but, là, c'est simple. Il y a des vieux quartiers qui n'ont pas de trottoir. Les rues sont sinueuses. Et les gens, il y a des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite qui habitent dans ces vieux quartiers-là et qui ont l'habitude de recevoir la poste chez eux. Maintenant, ils vont devoir marcher un demi-kilomètre l'hiver, des rues plus ou moins déneigées, pas de trottoir. Il y a toute une notion de sécurité. Dans les nouveaux quartiers, on disait, personne qui achète une maison là sait que la boîte postale sera à tel coin de rue, pas de problème. Dans les vieux quartiers, on a demandé à Poste Canada de mettre de l'eau dans son vin. S'ils veulent économiser la livraison 2 fois par semaine plutôt qu'à tous les jours, il y a d'autres alternatives et ils n'ont pas voulu du tout considérer ces alternatives-là. Et on en aura des nouvelles quand? Évidemment, au niveau des procédures à la Cour, il est difficile d'anticiper les délais, mais on a demandé à nos avocats de faire diligence et de regarder les recours pour mettre un arrêt à tout ça dans la mesure du possible. C'est une juridiction fédérale qui, selon la jurisprudence, est assez étanche. Et ce que je dis aux citoyens, c'est que la Ville comprend les problèmes qui en découlent, comprend les problèmes de circulation, d'accroissement de circulation et de sécurité, mais la vraie solution se situe au niveau du gouvernement fédéral. Parce que vous devez quand même avoir des plaintes des citoyens quand ils savent que telle boîte communautaire va être installée à côté de chez eux. Oui, on a des plaintes. On est obligé de les référer aux élus fédéraux. Et j'ai interpellé M. Lebel à ce chapitre-là et je lui ai même dit que la solution était à la portée d'un coup de téléphone du ministre à Poste Canada pour qu'il mette un moratoire de quelques mois. Alors, c'est simple, là, la solution. Elle est très simple. Un coup de téléphone. C'est tout ce qu'on a demandé et le moratoire pourra se faire. Maintenant, malheureusement, les municipalités ont peu de pouvoir sur Poste Canada. Sauf qu'ils sont en période électorale. Effectivement. Ils sont peut-être plus sensibles dans ce temps-là. Effectivement. On le souhaite. Laval, près d'un policier sur 2 atteint 100 000 $ par année. C'est ce que révèlent des documents qui ont été obtenus par la presse en vertu des lois sur l'accès à l'information. Des 581 policiers de Laval, il y en a 268 qui ont gagné 100 000 $ et plus en 2014, ce qui fait de Laval la ville où il y a le plus, par proportion, le plus de policiers qui gagnent 100 000 $ et plus. On parle de 46 de vos policiers. C'est pas 80, attendez, je veux juste revenir là-dessus. L'échelle salariale, c'est 87 000 pour les sergents, 95 000 pour les lieutenants et 78 000 pour les policiers. C'est quoi cette différence? Bien, premièrement, le taux d'encadrement des policiers, de policiers par 1000 de population est plus bas à Laval qu'ailleurs. Deuxièmement, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a constaté que le taux de temps supplémentaire était élevé et on a demandé à la direction du service de police de regarder le réaménagement du travail pour attaquer la problématique du temps supplémentaire. Ceci étant dit, le point qui est important pour nous est le suivant. Combien coûte le service de police à chaque payeur de taxes? Et on s'est comparé aux 10 grandes villes et nous sommes dans la moyenne. Et je vous donne un chiffre. À Montréal, il y a 340 $ à chaque payeur de taxes, ça coûte pour le service de police par année. À Laval, c'est 279 $. Donc, 60 $ de moins le coût du service de police aux payeurs de taxes par année. Et ça, c'est l'indicateur le plus important pour nous. Et évidemment, on n'a pas regardé comment l'étude était faite, la méthodologie, mais le coût global, pour moi, c'est l'important. Et l'autre aspect, il y a différents services de police qui ont des responsabilités différentes. Je vous donne un exemple. Nous, la protection civile est inclue au service de police.
On est un des rares services de police qui assume cette responsabilité-là. Alors, l'urgence sociale. Survient un événement un soir, des enfants ou une famille n'ont pas de lieu où se loger, toute l'urgence sociale est dans le budget du service de police. Le service est offert à d'autres villes, mais dans le budget du service de police, nous, ça y apparaît. Alors, il faut comparer réellement des comparables et je ne sais pas jusqu'à quel point l'étude a tenu compte de ça. Est-ce qu'on pourrait Mais au bout de la éventuellement- ligne, il y a un problème au niveau du temps supplémentaire, Ça, c'est il y a un clair. problème au niveau de l'organisation du travail, mais il ne faut pas paniquer non plus parce que le coût du service de police à Laval est comparable à ce qui se passe ailleurs. Alors, je vais éliminer le gaspillage, je vais éliminer les excédents, mais essayer de garder une bonne qualité de service à la population. Qui pourrait éventuellement, potentiellement, y avoir des économies à faire de ce côté-là, en réorganisant la structure, on va dire. L'organisation du travail, tout simplement, à bien des niveaux, et la direction générale du service de police se penche là-dessus depuis plusieurs mois. Et il faut dire que la convention collective est expirée depuis environ 1 an au niveau des policiers. Alors, on hérite d'une situation qu'on pense mérite un certain redressement, mais encore là, il ne faut pas paniquer avec la situation parce que globalement, nos coûts sont comparables. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle la prochaine. Le nombre de contraventions remis par les policiers lavallois a chuté de 10 en 2014. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les automobilistes, mais pas nécessairement pour votre administration. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'infractions ou c'est parce que les policiers ont décidé peut-être d'utiliser cette façon-là pour contester, entre autres, avec la loi 15? Ce qui va déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est la raison pour laquelle ça a chuté. Parce que vous, ça vous fait une perte de 3 millions de dollars en revenus. Oui, là. mais pour moi, de regarder le revenu des contraventions, c'est de regarder juste la moitié d'une équation. Si je peux baisser mes revenus de contravention en ayant une très bonne prévention et qu'on sauve des coûts d'hospitalisation, des coûts de remorquage, des coûts d'intervention policière, tout, parce que de plus en plus les gens conduisent d'une façon sécuritaire, c'est une bonne nouvelle. Si la raison pour laquelle ça l'a baissé, c'est un problème d'attitude ou de motivation du service de police. Un moyen de pression. Un moyen de pression, c'est une moins bonne nouvelle. Alors, on est à regarder ça et ça fera l'objet de discussion lors des prochaines négociations. Un cadre de Laval a été réintégré dans ses fonctions. Il est accusé d'agression sexuelle sur une collègue de travail et il a pu réintégrer ses fonctions dans le cadre donc, de la Commission des relations de travail qui a créé donc, une onde de choc. Comment vous voyez ça, vous, un ex-policier, de voir un de vos employés réintégrer ses fonctions après de si graves accusations? Bon, premièrement, au niveau des accusations, il n'y a pas eu de condamnation à date. Les poursuites sont toujours en cours au niveau de la Cour et la Cour criminelle décidera. Donc, vous faites une grande différence entre l'accusation et la condamnation. Bien sûr. Alors, ceci étant dit, on doit quand même avoir une sensibilité pour les gens qui ont été, jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à présent, qui ont dénoncé la situation et qui se sentent victimes de cette situation-là. Parce qu'ils doivent ils doivent le rencontrer, là, cet homme-là. Oui. Mais il y a eu des mesures de prise pour essayer de sécuriser les gens qui se disent victimes de cette situation-là. Alors, de ce côté-là, là, la Ville est intervenue. Manifestement, c'était pas notre premier choix. La preuve est, c'est qu'on a pris des gestes et l'arbitre a décidé que les gestes que nous avions pris n'étaient pas les gestes appropriés. Donc, on le réintègre. Il y a des mesures qui seront prises pour le réintégrer, qui vont faire l'objet de négociations de façon à minimiser l'impact de la réintégration et les poursuites criminelles suivent leur cours. Maintenant, on va parler de l'état des routes de Laval. Près de 30 des chaussées les plus achalandées de Laval ont été inspectées en 2013. Elles étaient en mauvais ou en très mauvais état. On parle de 9,9 de chaussées qui étaient en très mauvais état, 19,9 qui étaient en mauvais état.
18 étaient dans un état passable. La bonne nouvelle, c'est que 25,5 qui étaient en bon état et 28,7 en très bon état. Est-ce que c'est un verre à moitié plein ou à moitié vide, ce genre de nouvelles-là pour vous? Bien, écoutez, le fait que toutes les routes ne soient pas en bon état constitue un défi. Alors, notre objectif, c'est que les routes, en général, soient en bon état. Est-ce qu'on se compare avantageusement avec les autres municipalités au moment où je vous parle? Je ne le sais pas. Ce que je sais, ce que j'ai constaté, c'est que nous, on est arrivés au pouvoir à la fin de 2013, début de 2014. Il y avait plus ou moins de planification au niveau de la stratégie de réparer des routes. Alors, on a mis en place des systèmes et des mesures pour arriver avec une meilleure planification et être capable d'augmenter notre pourcentage de réalisation. Donc, de réfection des routes. C'est ça. Alors, nous, le problème est adressé, on veut l'améliorer et j'aimerais que l'ensemble, la totalité de nos routes soient en bonne condition. Alors, qu'on se compare avantageusement ou pas aux autres municipalités est un élément secondaire. Il faut arriver avec une belle qualité de route, pour la qualité de vie des citoyens. C'est une économie aussi au niveau des véhicules, au niveau du déneigement. Alors, pour toutes ces raisons-là, il y a des mesures qui sont entreprises pour corriger la situation dont nous avons hérité. C'est quand même un réseau routier de 700 km, si on Effectivement, c'est énorme. Ben, je vous donne un exemple. Le boulevard d'Agenais était parmi les routes lors de l'inventaire qui n'avaient pas de bon sens. Aujourd'hui, où ce qu'on se parle, c'est réparé. OK. Parce qu'on parle quand même d'une étude de 2013. Là. De 2013, et depuis 2013, il y a eu beaucoup de réparations. Alors, le défi, c'est d'augmenter la vitesse avec laquelle nous pouvons réparer les routes, les remettre en condition pour être plus rapide que la détérioration. Bien sûr. Et dans cette optique-là, éventuellement, on va atteindre un 100 de route acceptable. Pas juste faire du rattrapage, mais aussi C'est ça, effectivement. Est-ce que vous êtes béton ou asphalte? Au niveau des routes, vous savez, il y a différentes catégories de routes. Lorsque vous parlez d'une route où des véhicules lourds vont passer, ça prend une meilleure structure, ça prend une meilleure base, et là, il y a différentes techniques. Lorsque vous parlez d'une route résidentielle, évidemment, les coûts pour la réaliser sont moindres, mais elle ne supportera pas le passage de véhicules lourds d'une façon constante. Alors, ça dépend, et à ce chapitre-là, ce sont des ingénieurs qui décident et non pas les caprices du maire. Mais j'imagine que pour vous, ce serait plus le béton à ce moment-là, non? C'est correct. Bien, écoutez, ça va dépendre d'où. Ça va dépendre d'où, ça va dépendre de l'usage prévu. La STL, la Société de transport de Laval, a annoncé le 20 juin dernier que les autobus de la ligne 20 sont accessibles en tout temps aux clients qui utilisent une aide à la mobilité, c'est-à-dire un fauteuil roulant, manuel ou motorisé, un triporteur ou un quadriporteur, et ça s'ajoute déjà aux lignes 60 et 39 qui étaient déjà respectivement accessibles depuis novembre 2011 et juin 2013. C'est une belle façon encore de rendre la mobilité plus accessible à tout le monde, dans le fond. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se promènent avec ces chaises roulantes, ces quadriporteurs et ainsi de suite. Effectivement. Et écoutez, lors de notre campagne électorale, on s'était rendu compte que le transport en commun était une demande, un besoin pour plusieurs catégories de population et que les gens le voulaient. Alors, on a institué le transport gratuit pour nos aînés, 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour les gens de 65 ans et plus. Et c'était beaucoup plus populaire que ce qu'on avait estimé dans notre scénario le plus optimiste. Et évidemment, pour les gens avec des problèmes de mobilité, le même service est offert. C'est très dispendieux, mais ça vaut la peine. Et ce qu'on constate, c'est que ce service-là est apprécié. Et le transport en commun a ceci de particulier. Non seulement il augmente la qualité de vie des citoyens, non seulement c'est un moyen efficace de combattre la pollution, en plus de ça, il permet d'avoir la circulation plus fluide au niveau des automobiles, si tu enlèves un certain nombre d'automobiles de sa route. Parlons de l'isolement social. L'isolement social, et ça, je rentre ça dans la qualité de vie, mais c'est un facteur de levier économique important. On fait la tournée
des grandes industries, des sièges sociaux, des entreprises de Ville-Laval. Je me suis imposé ça avec les membres du comité exécutif et depuis plus d'1 an, à tous les 2 semaines, on va visiter une entreprise de la Ville de Laval. Et de plus en plus, les gens nous disent, encore dernièrement, une entreprise qui vient d'arriver à Laval, ils disent, on a choisi Laval parce que le transport est de plus en plus facile. Il dit, moi, j'arrive, le directeur général, il dit, j'arrive au travail le matin en jogging de chez nous. Puis, il nous a demandé d'arrimer le transport en commun avec certaines heures de travail. Et là, on est en train d'évaluer une navette qui pourrait partir du métro, faire la tournée du parc industriel. Alors, le côté caché du transport en commun, c'est que c'est un levier économique pour attirer les entreprises à Laval, en plus de tout le reste qu'on connaissait. C'est vrai. Alors, nous allons investir encore dans le transport en commun. Et c'est très bon aussi pour l'écologie. Ça fait moins de gaz à effet de serre. Effectivement, la qualité de l'air. Bon, parlons d'écologie, puisqu'on est dans le sujet. Ville de Laval fait traiter cet été 1200 des quelques 5000 frênes publiques sur son territoire. La grille du frêne, c'est une problématique nord-américaine en ce moment. Est-ce qu'on fait en ce moment, est-ce qu'on met des pansements où on va régler le problème avec ces frênes-là, selon vous? Bon, évidemment, c'est un problème nord-américain. Au niveau de la CMM, au niveau de l'Union des municipalités du Québec, nous en avons parlé. On a mis à contribution des sommes d'argent considérables au niveau de ces instances-là, puis au niveau des municipalités. À Ville de Laval, nous avons décidé d'engager un ingénieur forestier spécialisé, notamment pour la grille du frêne, mais pour le code de l'arbre et la gestion des arbres sur notre territoire. Et à l'heure actuelle, ce que nos experts nous disent, c'est qu'il n'y a pas de remède connu. On fait beaucoup d'expériences. On peut retarder... On prolonge. C'est ça. On peut retarder la propagation de cet insecte-là. Et garder les arbres artificiellement en vie ou les prolonger leur vie, mais il n'y a pas de remède. Au niveau strictement de la CMM, les 82 municipalités de la région de Montréal, il est évalué que ça va coûter 800 millions de dollars à l'ensemble des municipalités pour cette problématique-là, ce qui veut dire couper les arbres, enlever les sources et en replanter d'autres. Alors, c'est un problème majeur. Et je peux vous dire, l'hôtel de ville est pris avec ce problème-là. Notre façade d'hôtel de ville, on fait des traitements choc à nos arbres depuis 2 ans. Ce sont des frênes, donc. Il y en a une partie, c'est des frênes qui sont malades. Alors, c'est une question de temps. Il faut les couper. Et on exige qu'un arbre est coupé, d'en replanter un autre. Donc, la devanture de l'hôtel de ville sera en friche sous peu, mais on va en profiter de l'occasion pour réaménager tout ça et donner une nouvelle image à Ville de Laval et à son hôtel de ville. La Ville de Laval tient à informer les propriétaires de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels de Laval que selon la nouvelle réglementation qui a été adoptée le 16 juin dernier, le règlement L12-183, qu'à compter de maintenant, ils doivent obligatoirement munir leur bâtiment d'un compteur d'eau raccordé à l'entrée de service. Étonnant quand même que pas tous les bâtiments de Ville de Laval n'avaient pas ces compteurs d'eau. Évidemment, c'est les bâtiments commerciaux. Oui. Et il y avait un règlement qui demandait à ce que ça soit installé, mais la tarification s'appliquait pas. Alors, il n'y avait pas d'uniformité, il n'y avait pas d'équité. Et évidemment, l'usage de l'eau a un coût social. À Ville de Laval, on est fiers, on a une eau 5 étoiles, mais elle sert autant pour laver les autos, dans des industries, des commerces, et ça, il y a des coûts énormes là-dessus. Et là, on veut respecter la notion d'utilisateur-payeur pour ce qui est des commerces. La Place Belle, on peut maintenant voir le chantier 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Est-ce que vous avez été faire un tour pour voir comment ça progresse? Il y a eu en date du 8
juillet, une visite organisée. Certains membres du comité exécutif ils se sont rendus. Malheureusement, j'étais en réunion, j'ai pas pu me rendre et j'ai fait le choix de régler des problèmes et de retenir mon enthousiasme d'aller visiter ça. Mais ça avance très bien. Ce qu'on me dit, c'est que les garages intérieurs sont tout complétés et que c'est surprenant. De l'extérieur, ça donne pas apparence, mais ça avance bien. Et je dois dire que la firme qui construit, la firme Pomerleau, a probablement un des meilleurs systèmes au monde de gestion de projet. J'ai été épaté lorsqu'ils nous ont fait une démonstration. Chacun de leurs pelles est muni d'un GPS. Alors, sur le site, ils savent la situation exacte. Chacune des grues a une caméra. Alors, sur Internet, vous pouvez suivre. Et leur logiciel de gestion leur permet d'apporter des changements, de savoir exactement l'impact de ces changements-là au niveau du coût. Alors, réellement, c'est la fine pointe. Automne 2016 toujours? Une première livraison avant l'automne 2016. Alors, ils sont en avance sur l'échéancier. Et quand je croise M. Pomerleau, j'ai dit au niveau de l'échéancier, pas de problème. Au niveau du budget, pas de problème. Moi, c'est les 2 points. Pour le reste, ça te garde les ingénieurs et puis les contracteurs. Bon, une bonne nouvelle pour vous, puis écoutez, on va finir avec ça. En 2015-2016, Desjardins prévoit que la croissance économique de Laval va suivre l'indice, c'est-à-dire 3,4, mais en 2016, va dépasser le PIB de 3,9. Ça serait un PIB de 3,9 en 2016. Donc, la croissance économique à Laval est anticipée. Ça nous réconforte dans le pari qu'on a pris. Là. À notre arrivée, on s'est dit, il faut couper dans le gras, il faut couper dans les excédents, il faut couper où il y a du gaspillage, mais il faut stimuler l'économie. Et le fait de faire le 50e anniversaire de Ville de Laval est un levier pour stimuler l'économie. On a restructuré l'administration municipale avec un directeur des dossiers économiques, M. Marc Tremblay. On a une stratégie, on visite nos entreprises, on les met dans le coup. La consultation qu'on a faite pour connaître nos points faibles, nos points forts, donne des résultats. Et à l'heure actuelle, je crois que l'économie lavalloise va lever. Je vous laisse les dernières 30 secondes de cette émission pour vous adresser à vos citoyens et citoyennes. Alors, bien, merci de l'écoute, merci de prendre le temps, mais n'oubliez pas le 50e anniversaire de Ville de Laval. Je vous invite au Centropolis. Il y a plusieurs représentations, les mardis jusqu'au vendredi soir, tout le mois de juillet. Et il y a des artistes comme Luc de la Rochelière, Patrick Normand et plusieurs autres en première partie. Et le spectacle Insula, c'est l'histoire de Ville de Laval avec des technologies modernes. Vous allez voir ça projeté sur un mur d'eau avec des rayons laser. Bienvenue et au plaisir de vous y rencontrer. J'y suis quasiment un soir sur 2. Vous êtes un grand fan de ce spectacle-là. Monsieur le maire, merci encore de nous avoir accueillis dans votre bureau. Merci. Merci.